Série noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire. Bonjour, bienvenue dans Série noire à la une. Faire dialoguer les journaux et les grands procès, les grandes affaires criminelles et les contenus de la presse de l'époque, c'est ce qu'on fait ici dans Série noire à la une, la presse et le crime. Déjà 9 épisodes, le dernier en date porté sur le procès Landru, là c'est le 9e que vous venez de commencer d'écouter. On a aussi traité précédemment les crimes de la terreur, de la bête du Gévaudan, des bandes d'Apaches dans le Paris de 1900, de la Commune entre autres. Tout est réécoutable, évidemment, accessible. Mais on traite aussi de phénomènes plus généraux, parfois, de grandes absences, en particulier dans la manière de relater le crime. Une absence va justement être le sujet du présent épisode, une absence qui saute aux yeux, étant donné l'actualité de ces derniers mois et les actualités éditoriales en particulier. Nous allons parler de l'inceste et de la manière que la presse a d'en parler, et notamment à travers deux affaires, l'affaire Borlée en 1891 et l'affaire Violette Nozière en 1934. Nous allons donc parler d'un tabou de la presse, le tabou de l'inceste. Série noire à la une. Extrait du Petit Journal du 28 octobre 1891, arrestation des époux Borlée. Monsieur Dresch, commissaire de police, a mis hier en état d'arrestation les époux Borlée, demeurant Faubourg du Temple, qui pendant 2 ans se sont ingéniés à martyriser leur fille Adolphine, âgée de 9 ans. Avant-hier, la mère fit rougir l'extrémité des pincettes dans son fourneau et ayant fait déshabiller la petite martyre, elle lui plongea le fer rouge dans le bas-ventre. Adolphine, en voulant saisir les pincettes, se brûla aux mains. Elle se mit à pousser des cris épouvantables. Mais on y était habitué dans la maison. Les locataires n'intervinrent pas. Et le Petit Journal du 10 décembre 1891, un petit peu après, au moment du procès des époux Borlée. Ce père dénaturé déclare qu'il ignorait les mauvais traitements que sa femme faisait subir à la petite. Quant à la femme Borlée, qui est femme de ménage, elle se contentait, à l'entendre, d'infliger par-ci par-là quelques corrections à Adolphine dans son intérêt. Qui aime bien, châtie bien. Écoutons ses explications. J'avais mis mon enfant jusqu'à l'âge de 7 ans en pension chez ses grands-parents qui l'ont très mal élevée. J'étais forcé de la corriger, parce qu'elle avait contracté de mauvaises habitudes. L'infecte créature émet au sujet de ces mauvaises habitudes de monstrueuses allégations que le rapport du médecin expert a déclarées mensongères. Nos deux invités pour évoquer le sujet de l'inceste à travers certains grands procès et dans la presse sont Anne-Emmanuelle de Martigny et Fabienne Giuliani. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Anne-Emmanuelle de Martigny, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 et membre du Centre d'histoire du XIXe siècle, spécialiste de l'histoire des représentations et imaginaires sociaux, autrice de nombreux ouvrages et articles, notamment sur Violette Nozière, célèbre fait divers donc, où cette jeune parricide avait accusé son père de l'avoir violée. Vous êtes notamment l'autrice de Violette Nozière, La fleur du mal, une histoire des années 30, parue en 2017 aux éditions Champvallon. Et il y a avec nous aussi Fabienne Giuliani. Vous êtes post-doctorante en histoire au Centre d'études des mouvements sociaux à l'EHESS, spécialiste de l'historisation de l'inceste. Vous avez signé Les liaisons interdites, histoire de l'inceste au XIXe siècle en 2014 aux publications de la Sorbonne. Il faut peut-être éclairer la question de fond, ce numéro de Série noire à la une, c'est celle de l'absence de l'inceste, non évidemment comme phénomène, comme réalité, mais comme représentation et même comme mot dans l'espace public et singulièrement dans la presse. Le sens commun nous dit parfois que l'inceste est le seul tabou partagé par l'ensemble de l'humanité, mais est-ce qu'il ne faudrait pas ne pas confondre tabou anthropologique et mot interdit, Fabienne Giuliani, cette histoire du mot tabou? Peut-être même plus que tabou, je parlerai d'incapacité de la société à voir l'inceste, l'incapacité à le penser. Parce qu'on parle d'une petite fille qui est âgée de 9 ans au moment de la découverte des sévices, qui porte de nombreuses traces physiques sur son corps d'une maltraitance, et qui a été majoritairement maltraitée par sa mère, qui lui a enfoncé des objets dans les parties sexuelles, qui a donc eu une violence de type incestueuse à son égard. Et on est dans une société qui est incapable de penser le viol comme pouvant être féminin, comme pouvant majoritairement en plus, je dois insister, comme pouvant émaner de la mère. On est dans une deuxième partie de siècle qui pense que la maternité est innée, que la femme est naturellement amenée à protéger ses enfants. Donc, peut-être plutôt que de tabou, je parlerai d'incapacité à penser.
le tabou sur l'inceste, donc l'interdiction, pas de la pratique, c'est ce que vous soulignez, mais l'interdiction de parler de l'inceste, elle transparaît à travers le fait qu'effectivement le mot n'apparaisse pas, les mots même du sexe n'apparaissent pas du tout, et qu'il y ait beaucoup d'euphémisation quant à la nature sexuelle des violences commises sur l'enfant. Cette invisibilisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça en fait, ce caractère invisible de l'inceste n'est pas quelque chose qui a été constant dans l'histoire, même en mettant de côté les dernières années, les dernières décennies. L'Ancien Régime parlait de l'inceste et le punissait même de mort. Oui, le crime d'inceste était complètement différent avant la Révolution française. C'était un crime qui était considéré comme un crime de luxure, un crime commis au sein de la parenté, qui effectivement est un péché capital, qui est puni de la peine capitale lorsqu'il est commis par des ascendants en ligne directe, comme les pères et les filles. Et c'était un crime qui concernait le couple dans son entier. Et tout cela change à partir de la Révolution et du Code pénal de 1810 qui vont donner une autre définition à l'inceste et qui effectivement vont aussi élaborer toute une série de discours pour justifier de sa prévention, pour justifier de la nécessité de ne pas contaminer la société avec un crime qui désormais est considéré comme dangereux. C'est aussi au XIXe siècle qu'émerge par exemple le débat sur la consanguinité en 1856. Donc non, l'inceste n'a jamais connu les mêmes définitions, il n'a pas été interdit de la même manière et pour les mêmes raisons selon les époques. Donc oui, il y a des constructions sociales aussi liées au tabou et à l'interdit de l'inceste. Dans la question de la représentation sociale, de comment on en parle ou comment on n'en parle pas, est-ce qu'une des raisons serait une forme de moralisme, moralité, Anne-Emmanuelle de Martigny ? Ce n'est que quand même finalement très récemment qu'on peut parler de sexe assez librement. Donc on est dans une époque au XIXe siècle et on le voit évidemment encore dans l'entre-deux-guerres, qui est la période que je connais le mieux sur ce sujet. On est dans une époque où parler du sexe et de la sexualité est quelque chose de difficile. Le discours sur la sexualité est toujours illégitime, sauf pour les spécialistes, on va dire, ou pour quelques militants. Donc que l'inceste soit évoqué de manière édulcorée dans la presse, ce n'est pas étonnant. La presse, elle doit aussi préserver les bonnes mœurs et il ne faut pas tomber sous le coup du délit d'outrage aux bonnes mœurs. Donc ça, c'est un élément déjà général qui n'est pas spécifique à l'inceste. Et puis après, certainement qu'il y a une dimension qui, pour le coup, est spécifique. C'est-à-dire que comme l'inceste, c'est quelque chose qui est interdit, eh bien, on considère qu'il n'existe pas. Et en parler, finalement, c'est le faire exister, même devant les faits. Donc, il y a la volonté de contenir le scandale que constitue l'inceste. Et le silence permet d'endiguer, si vous voulez, la corruption. Alors évidemment, c'est contradictoire, parce que la presse, à la fois, elle informe, et en même temps, en disant, elle tait, ou elle tait en disant. Voilà. Donc ça produit des énoncés qui sont assez contradictoires. Et justement, dans la foulée de l'affaire Borlée, un extrait du journal officiel de la République française du 1er janvier 1897, on est quelques années plus tard, sur les conséquences et suites de l'affaire. Il suffit de parcourir la collection des journaux judiciaires pour s'assurer que les faits de sévices graves et de mauvais traitements envers les enfants sont très nombreux. Quelque douloureuse que soit l'énumération de ces faits et la lecture de ces hideux récits, il nous faudra bien citer quelques exemples. Nous les emprunterons à l'année 1892 où, à la suite d'actes tout particulièrement atroces commis sur une petite fille de 9 ans, l'affaire Borlée, acte qui avait soulevé l'indignation publique, les tribunaux se montrèrent plus sévères qu'auparavant. La Gazette des tribunaux relève, durant l'année 1892, 13 affaires où des parents sont poursuivis pour coups ou violences envers leurs enfants. Pas une fois le tribunal ne prononça l'acquittement des prévenus. Dans 5 cas, il prononça le maximum de la peine. Un procès récent et qui causa en 1892 une grande émotion, nous administre la preuve que nous cherchons. C'est l'affaire Borlée. Là encore, des cruautés inouïes étaient révélées, si atroces cette fois que, même prouvées, on a peine à se les figurer. Un père, une mère avaient poussé la barbarie jusqu'à des fantaisies infernales.
Est-ce que, justement, ce qui aurait contribué à mettre un mot sur l'inceste dans la presse ne serait pas que, eh bien, il y a la question morale de ce qu'on fait aux enfants. Il y a quelque chose qui va au-delà de cette question d'outrage aux bonnes mœurs, de ne pas entretenir la corruption. Tout d'un coup, voilà, ça concerne les enfants et on va commencer, en entrant dans le XXe siècle, à mettre un mot. Fabienne Giuliani parlait d'une définition de l'inceste sous l'Ancien Régime qui n'est pas la même que celle qui va se mettre en place au XIXe siècle, qui implique justement des ascendants et des enfants. Donc la question de l'inceste est pensée par rapport à la question de l'enfant, et le XIXe siècle est traversé, en tout cas à partir de la deuxième moitié du siècle, par une montée d'un mouvement de protection des enfants. Alors, le fait que l'inceste va devenir quand même un petit peu plus visible et présent en tout cas relaté par la presse, parce que la presse change aussi de nature, ça devient une presse populaire qui s'intéresse à tout ce qui est fait divers, eh bien, cette attention à l'inceste, elle accompagne la préoccupation de la protection des enfants, et une affaire comme celle Borlée va pousser à légiférer. Elle n'est pas toute seule, mais c'est dans une série de cas qui va pousser à légiférer. Mais la protection de l'enfance, à la fin du XIXe siècle, met sur le devant de la scène le père violent, le père maltraitant, le père alcoolique, et pas le père incestueux. Penser le père incestueux sera davantage possible une fois que cette figure du père est entamée. C'est la maltraitance, c'est la violence physique, l'enfant martyr, c'est l'enfant battu, c'est l'enfant qui a des sévices, et quand il y a des sévices sexuels, on le voit pas, comme on vient de le dire. Alors justement, sur la figure de la mère, la marâtre, comme on lit parfois dans certains articles, c'est ce qu'on lit par exemple pour l'affaire Borlée, dans certains articles relatant le procès et l'affaire, on se rend compte que les mères prennent souvent des condamnations plus importantes, Fabienne Giuliani, dans ces affaires-là. Alors, c'est peut-être l'un des rares cas en justice où les femmes prennent effectivement des condamnations plus importantes. De multiples études ont montré que généralement, les femmes, notamment au XIXe siècle, sont moins punies que les hommes dans le champ criminel. Mais là, oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça touche à la nature innée, en tout cas que l'on associe comme innée à la femme. Parce que peut-être davantage que la protection de l'enfance, ces faits divers, finalement, ils dénoncent d'abord des attitudes de parents. Ils dénoncent d'abord des actes de parents commis par des parents sur leurs enfants, parents à qui on accorde une place essentielle dans cette société du XIXe siècle qui a contribué à refonder la famille. Donc ces mères, qui sont naturellement protectrices pour leurs enfants, sont considérées comme particulièrement monstrueuses lorsqu'elles commettent des gestes criminels à l'égard de leurs enfants. Ce qui explique que, dans l'affaire Adolphine Borlée, alors qu'on lit que le père commet également des sévices, que tous deux corrigent leurs enfants en raison des habitudes vicieuses que la petite fille aurait contractées, c'est effectivement sur la mère que les faits divers se concentrent, et c'est effectivement elle qui prend le maximum de la peine prévue à l'époque, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à 6 mois de prison ferme. Et puis il y a l'appel du parquet qui fait qu'elle est condamnée à 2 ans, puis et lui, le mari, est condamné à 18 mois. Ce qui reste au regard des condamnations aujourd'hui sur ce type d'affaires relativement clément. Non, c'est aussi l'évolution de la société et justement l'apparition du mot dans l'espace public qui contribue sans doute à cela. Alors moi j'avais une question pour vous, Fabienne Giuliani, précisément sur quand on est spécialiste d'une question dont le mot essentiel est invisible, c'est un défi d'historienne aussi, non ? Alors, le mot, il n'est pas invisible, mais disons qu'il est en cours de redéfinition au XIXe siècle, et il va y avoir un peu une démultiplication de ses sens entre le crime d'inceste d'Ancien Régime, l'inceste, dont le mot, vous avez raison, le mot inceste disparaît du code pénal à partir de 1791. Ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas à être employé par des hommes politiques dans le cadre des débats parlementaires, par des écrivains, par des médecins et même par des procureurs ou des juges d'instruction qui ont à juger de ces affaires, bien que le mot ait légalement disparu. Donc, on peut aborder cette question un peu en croisant tous ces discours, en voyant de quelle manière le mot est employé, dans quel sens, dans quel cercle,
et surtout de voir à quel moment il disparaît. Et à quel moment le mot disparaît ? On va dire qu'il disparaît à 2 reprises, principalement. La première, c'est au moment de la mise en accusation publique. Les procès sont jugés à huis clos. Mais seule une pièce de procédure est lue devant l'auditoire présent dans la cour d'assises. C'est l'acte d'accusation. Et dans l'acte d'accusation, le mot disparaît. Alors qu'il est présent dans toute la procédure, on voit le mot disparaître pour être transformé par des périphrases qui parlent d'un crime odieux, d'attouchement odieux ou de désir, de passion honteuse. Et le deuxième endroit où on retrouve cette manière de ne pas parler de l'inceste, c'est la presse, qui finalement ne va que reprendre ce que les magistrats font afin de préserver la société du scandale et de préserver la société de la contamination de l'inceste. Alors, Anne-Emmanuelle de Martigny, j'ai lu que quand les journalistes utilisaient le mot inceste pour l'affaire Violette Nozière, pendant le procès, on les interdisait d'accès au procès. C'est vrai ? Non, moi je ne l'ai jamais lu ça. D'accord, ok. Bon, mais il est vrai que le processus que vient d'évoquer Fabienne, quand on arrive en 1933 à l'affaire Violette Nozière, on a l'impression que, voilà, on arrive au bout de cette évolution. Alors, je ne sais pas si on arrive au bout de cette évolution, mais en tout cas, c'est une affaire qui permet vraiment de voir à l'œuvre le tabou. C'est-à-dire que dans cette affaire, c'est l'interdit de parole qui frappe. D'abord le mot est très peu prononcé. On le trouve dans très peu de journaux. Alors on trouve peut-être l'adjectif incestueux, mais vous voyez, c'est déjà plus diffus. Et qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il faut bien en parler, on emploie les périphrases. On en parle de manière euphémistique, on en parle de manière détournée. C'est des périphrases, et les périphrases, elles sont très intéressantes à étudier parce que, en fait, on va parler de la monstrueuse accusation. Et quand on parle de la monstrueuse accusation, ça veut dire que ce qui est monstrueux, c'est pas l'inceste, c'est le fait d'en parler. Ça, c'est quand même très très intéressant. Ça dit quelque chose sur le statut de la parole des victimes. Et on peut peut-être rappeler que l'affaire Nozière, c'est la mise en accusation d'une jeune fille de 18 ans qui a tué son père. Et dans sa défense, elle explique qu'elle était abusée par lui depuis l'âge de 12 ans, je crois. Le cas de Violette Nozière est assez éloquent pour le coup, parce que pourquoi c'est une affaire si fameuse ? C'est parce que c'est une affaire de parricide. Et donc, c'est ça le grand crime, c'est le parricide. Et il se trouve que sous ce grand crime, il y a eu cette question de l'inceste qui est arrivée et qui a acquis une visibilité alors que c'était pas pas prévu. Donc je vous coupe la parole, mais je vous propose une lecture sur cette prise de conscience de ce mot-là, un extrait du carnet de la semaine du 1er septembre 1933 qu'on peut retrouver sur retronews.fr, justement questionnement sur l'inceste à l'occasion de l'affaire Violette Nozière. L'inceste est-il un crime puni et prévu par la loi ? On parle beaucoup de l'inceste depuis que Violette Nozière tente de justifier son meurtre en accusant l'auteur de ses jours de s'être rendu coupable de ce crime envers elle. Lorsque nous l'envisageons au sens moral, l'inceste soulève un juste sentiment de répulsion et même d'horreur. Mais nous avons voulu le considérer au point de vue légal, tout comme des législateurs pourraient le faire. Est-ce un crime ou un délit ? Quelle pénalité lui est applicable ? Quelle est son histoire à travers les époques et dans les différentes nations ? Nous avons consulté le code pénal. Nous avons interrogé d'éminents hommes de loi. Et non sans surprise, nous avons appris qu'en France, dans notre législation contemporaine, l'inceste n'est réprimé par aucun article de loi. Il semble que, tout comme un écrivain fameux, les législateurs dirent « Ton corps est à toi ». Et, conséquemment, aucune pénalité ne saurait être appliquée en raison du principe « nulla paena signe lege ». Il n'en fut pas toujours ainsi, cependant. Ce qui prouve que cette lacune n'est pas la résultante d'un oubli, et notre ancien droit, antérieur au Code de 1810, comportait des sanctions répressives atteignant les coupables particulièrement dans leur patrimoine. Donc on se rend compte qu'effectivement,
Il y a une prise de conscience possible, y compris par ceux qui s'intéressent aux lois elles-mêmes. C'est pas parce que le mot disparaît que la dimension violente de l'inceste n'est pas punie, hein. Au contraire, c'est le code pénal de 1810 qui met en place 3 catégories criminelles, le viol, l'attentat à la pudeur avec violence et l'attentat à la pudeur sans violence, et qui prévoit que toute personne ayant autorité sur l'enfant ou étant son ascendant soit condamnée beaucoup plus lourdement. Quand je dis plus lourdement, c'est quand même les travaux forcés à perpétuité, hein, pour le viol et l'attentat à la pudeur avec violence, et les pères de famille qui sont condamnés généralement à la peine la plus haute, c'est-à-dire la perpétuité. C'est un peu une manière aussi de simplifier et d'expliquer le tabou de l'inceste, qui n'est pas tout à fait vrai. C'est pas parce que le mot a disparu de la loi que la violence incestueuse n'a pas été condamnée. Est-ce qu'on peut dire, Anne-Emmanuelle de Martigny, que Violette Nozière avait la presse contre elle, cette jeune parricide ? On remarque pas mal d'articles. Là, je lis j'ai un extrait de Paris Soir sous les yeux du 12 octobre 1934. Elle a tué, tout le reste n'est que littérature. Cette reine du pavé m'a l'air d'une bonne sans place, même pas, d'une boniche endimanchée qui ne possède dans son sac que de mauvais certificats. Son père a abusé d'elle, pour l'interrogation, si cela a été, elle a tué. Et donc, en plus, il y a un vrai mépris de classe. Ce qui est Paris Soir n'est pas un petit journal de l'époque, en plus. Oui, un mépris de classe, c'est évident. Hein. C'est évident avec, de toute façon, l'idée que l'inceste touche des milieux défavorisés, des milieux proches de l'animalité, pour ce qui est de la paysannerie, ou des milieux touchés par la promiscuité, pour ce qui est du monde ouvrier. La presse contre elle, oui, parce que les déclarations de la jeune fille, une fois qu'elle a été arrêtée pour expliquer son crime devant le juge, en expliquant que son père abusait d'elle depuis l'âge de 12 ans, la réaction immédiate, ça a été l'indignation. La parole accusatrice n'a pas été reçue comme crédible. Bon, c'est classique, cela dit. Mais, et pour en revenir à la question de est-ce qu'il y a un tournant avec l'affaire Violette Nozière, mais petit à petit, le doute s'est installé dans l'esprit de l'opinion publique, dans l'esprit des journalistes, et la presse s'est divisée sur la question Violette Nozière a-t-elle dit la vérité ? C'est-à-dire, est-ce que cette affaire d'inceste, c'est vrai ? Donc, il y a eu débat. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, voilà, autour de ce cas, la question de l'inceste a été posée et cela a amené les journalistes à envisager l'inceste, pas seulement comme un fantasme, pas seulement comme une hypothèse, mais comme un fait. Hein, comme une vérité. Alors, cela dit, ça a été balayé après, parce que on cherchait des preuves de l'inceste. Quelle preuve y a-t-il de l'inceste ? Donc, on n'en a pas trouvé. Et donc, Violette Nozière a été, au bout du compte, condamnée très lourdement, sans circonstances atténuantes, et condamnée, du coup, à la peine de mort. Mais l'inceste aurait pu valoir, évidemment, les circonstances atténuantes. Mais ça a été écarté. Le journal Humanité, puisque pour revenir sur ces questions de mépris de classe ou de prendre en compte les questions d'inceste dans le monde judiciaire par le prisme d'un regard sur la condition ouvrière. Pour autant, l'Humanité critiquait, était plutôt contre Violette Nozière, semble-t-il. On disait qu'elle fréquentait les milieux bourgeois. Son père était un ouvrier. Elle a tué un ouvrier, en fait. C'est ça aussi qui était retenu par l'Humanité. Oui, c'est central, parce que le père Nozière était communiste. Donc, évidemment, le journal L'Humanité s'est rangé du côté de la victime. À l'inverse, Violette Nozière devait représenter la classe bourgeoise. Et puis dans ces questions d'inceste et plus largement de violence sexuelle, ce qui compte, c'est la réputation. C'est-à-dire la réputation de la victime et la réputation du coupable ou de l'accusé. Et donc, dans cette affaire, le père Nozière était un excellent ouvrier. C'était un mécanicien de locomotive. Donc, il était très bien apprécié par ses camarades et très bien noté par ses supérieurs. Donc, un mécanicien ponctuel, sérieux, faisant bien son travail, ne pouvait pas être un mauvais père. Sur l'affaire Nozière, je vous propose une nouvelle lecture, un nouvel extrait d'un article qu'on peut retrouver sur retronews.fr, un extrait du Populaire du 9 octobre 1934 sur les accusations d'inceste, justement. Peut-être va-t-on m'opposer tout de suite le principal, l'unique argument de la défense, l'inceste.
Violette Nozière assure que son père a abusé d'elle alors qu'elle était âgée de 12 ans. Elle a répété souvent depuis son arrestation qu'elle avait voulu venger cet outrage. Soit. Mais est-il permis de la croire ? Elle n'apporte aucune preuve à l'appui de sa thèse, sinon de vagues confidences qu'elle aurait faites à des jeunes gens qui n'en ont pas conservé le souvenir. Car elle invente, à chaque instant, des histoires invraisemblables. Elle s'enferme dans une cuirasse de légendes aussi prétentieuse que naïve. Elle se démène dans une succession abracadabrante d'affabulations. Et d'ailleurs, supposons un instant que l'inceste soit établi. Supposons qu'elle parvienne à en apporter la preuve. Que découvre-t-on aussitôt ? Que ce viol est ancien de 6 ans et que pendant 6 ans, cette perverse gamine en a précieusement conservé le secret. Elle aurait attendu 6 ans pour exprimer sa révolte. 6 ans avant que de savourer son atroce vengeance. Le problème reste posé aussi bien pour vous que pour moi. Que j'ai de peine à l'admettre. Série noire à la une. Voilà, ça c'est en plein procès d'une violence rare, une vraie prise à partie, une prise de parti en tout cas à l'intérieur du procès. Fabienne Giuliani sur cet extrait. Alors, moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que vous voyez, par exemple, pour Adolphine Borlée, je vais continuer la comparaison entre les deux affaires, la petite fille est présentée comme une petite fille vicieuse, perverse, hein, donc on peut comprendre derrière qu'elle aurait des habitudes de masturbation. Et pendant tout le procès, c'est argué contre elle. Et pourtant, ça ne va pas amener, en tout cas en appel, les parents à être moins condamnés. Donc, à la fin du 19e siècle, cet argument des habitudes vicieuses de l'enfant et de la perversité, il émerge à peine. Il n'est pas encore diffusé dans la société. C'est quelque chose qui vient notamment de la littérature médicale, de plusieurs thèses de médecine à la fin des années 1880, qui tendent à établir un profil d'enfant menteur, vicieux et pervers. Et ce que montre l'affaire Nozière, c'est que 40 ans après l'affaire Borlée, justement, ces discours médicaux se sont diffusés, ont été entre guillemets acceptés pour dénigrer la parole des enfants qui accusent leurs parents d'inceste. C'était pas tout à fait le cas une quarantaine ou une cinquantaine d'années avant, où au contraire, quand un enfant accusé d'inceste, on avait tendance à le croire parce qu'on pensait que son accusation révélait une corruption de la part de ses parents. C'est surtout là que je peux parler de l'affaire Nozière, c'est en voyant effectivement l'affaire Nozière comme un moment paroxystique où toutes ces différentes théories sur l'inceste et discours sur l'inceste se sont rencontrées pour empêcher, entre guillemets, Violette de dire les violences qu'elle a subies. Alors comment vous lisez et vous avez lu les cas récents qui sont devenus publics comme le cas d'Olivier Duhamel avec le livre de Camille Kouchner ou la série de podcasts ou peut-être Une nuit de Charlotte Pudlowski et Anna Bui chez Louis Média. Est-ce que ça contribue à faire exister différemment encore aujourd'hui ce mot d'inceste dans l'espace public ? Ce qui me paraît tout à fait frappant avec l'affaire Duhamel, c'est la question de la parole qui dénonce l'inceste. Si on compare avec l'affaire Violette Nozière, où cette parole à peine énoncée a été rejetée, là on a vraiment franchi un seuil. Hein. C'est-à-dire que quand le livre de Camille Kouchner est sorti, la presse en a publié de très très larges extraits. Camille Kouchner s'est exprimée. Donc là, la parole est audible. La presse offre un espace pour entendre la parole des victimes. Alors là, c'est une victime indirecte, mais justement, ce qui est fort dans le livre, c'est que Camille Kouchner est la sœur du jeune homme qui a subi l'inceste, mais elle dit « je suis moi aussi une victime. Je suis victime de ce secret qui a étouffé la parole ». Donc ça, c'est un aspect extrêmement important et qui va faire date, certainement, sur le fait aussi que l'affaire Duhamel a eu des conséquences très concrètes de libération de la parole des autres victimes. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Il y a aussi un point, pour revenir à ce qu'on disait sur le mépris de classe. L'affaire Duhamel, ce n'est pas la campagne profonde, ce n'est pas le foyer défavorisé ouvrier, c'est la bourgeoisie, c'est la gentry. Et ça aussi, c'est intéressant.
parce que vu la médiatisation de cette affaire, ça informe aussi sur la diffusion sociale des pratiques incestueuses. Fabienne Giuliani. Je suis tout à fait d'accord avec Anne-Emmanuelle de Martigny lorsqu'elle parle de changements importants par rapport à l'affaire Nozières sur la réception de l'inceste. Après, par exemple, pour revenir sur l'affaire Kouchner, sur la parution de La famille agrandée par Camille Kouchner, effectivement, c'est quand même un moment particulier dans le sens où Camille Kouchner, elle appartient à une famille connue, elle appartient à un milieu social aisé. Et donc, moi, j'aurais tendance à penser aussi qu'elle a eu un peu un traitement médiatique différent des autres. Parce que, je prends une autre affaire qui est sortie quelques mois après, je prends l'affaire judiciaire Valérie Bacot. Valérie Bacot, elle était jugée pour le meurtre de son conjoint, avec qui elle avait eu plusieurs enfants, et à aucun moment donné, ou alors très très rarement dans l'inceste, a été évoqué le fait que son conjoint était aussi son ancien beau-père et qu'il avait été condamné pour différents viols sur elle quand elle était préadolescente, quand elle était âgée de 12 ou 13 ans. Donc je trouve encore qu'on reste dans des modalités du dire l'inceste, plutôt que de ne pas dire l'inceste. C'est un peu comme Valérie Bacot, c'est un peu comme Violette Nozières. C'est-à-dire qu'on a complètement oblitéré les violences incestueuses qu'elle a subies de la part de cet homme comme motivation possible du meurtre de son conjoint. Donc voilà, je reste encore un peu prudente mais c'est vrai qu'il y a des évolutions en termes d'écoute. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet et le traitement de l'inceste par la presse sur une grosse centaine d'années, rapidement comme ça, dans notre format de série noire à la une. Anne-Emmanuelle de Martigny, Fabienne Giuliani, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette série noire à la une, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Ce podcast est préparé par Camille Ferré, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio, avec toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julien Lucchini, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur retronews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre série noire à la une. Série noire à la une.